Donc, sans plus tarder, je vous accorde le premier bloc. Madame la députée de Marguerite-Jouville, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Alors, bonjour, Madame la ministre. Bonjour à votre équipe. Merci d'être là. On aura sûrement des questions de clarification, donc c'est important d'avoir les gens. Merci à mes collègues du Parti gouvernemental. D'étudier, bien sûr, les crédits sur la condition féminine, c'est un moment très opportun pour être en mesure de creuser un petit peu aussi les défis des années à venir. Bien sûr, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt le plan d'action. Et bien sûr, dans le budget, je pense qu'il y aura peut-être des questions de clarification puisque c'est assez succinct comme données dans le budget qu'on peut voir, mais en même temps, le rôle du ministère est important quant à assumer un leadership sur toutes les questions qui concernent la condition des femmes. Et je pense qu'il y en a de nombreuses et il y en a de nouvelles aussi qu'on pourra discuter tout au long de ces 2 heures d'échange. Je vais donc commencer mon intervention en me référant justement au plan d'action qui, bien sûr, clarifie les responsabilités entre le ministère, le Conseil du statut de la femme, le secrétariat à la condition féminine et les différents groupes d'intervention, qui indique aussi les différentes approches privilégiées et qui mise dans une analyse assez intéressante sur l'analyse différenciée selon les sexes. Et je trouve important de me référer au texte qui dit que l'analyse différenciée selon les sexes a pour objet l'intégration de la préoccupation de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les façons de faire et les décisions des instances gouvernementales. Cette approche consiste à s'assurer que l'impact des lois, des politiques et des programmes des services publics dans leur ensemble favorise l'égalité entre les sexes ou n'y contrevient pas. Et bien sûr, pour mettre en œuvre cette approche, le gouvernement a choisi en 2006 d'implanter l'analyse différenciée selon les sexes dans les pratiques gouvernementales et dans celles des instances locales et régionales. Et je vais me référer tout de suite à un premier dossier qui a été présenté dans le budget et qui se réfère bien sûr au régime volontaire d'épargne retraite. Madame la ministre, vous n'êtes pas sans savoir que différents groupes sont intervenus à la suite du dépôt du budget en mars dernier pour faire connaître leur inquiétude face à l'impact sur les femmes de la multiplication éventuelle des régimes volontaires d'épargne-action. Et le Conseil du statut de la femme, d'ailleurs, a dit craindre que l'orientation du gouvernement québécois en matière de régime de retraite ne soit pas équitable envers les femmes compte tenu de la nature de leur participation au marché du travail, compte tenu du fait que les femmes ont une capacité moins grande de contribuer à des régimes de cette nature, gagnant moins, le revenu moyen est différent de celui de leurs collègues masculins. La capacité des femmes à verser de l'argent dans les régimes est réduite en raison d'un taux d'absentéisme qui est beaucoup plus important compte tenu d'un rôle de soutien qu'elles doivent assumer auprès de leurs proches ou auprès de leur famille. Et en raison, bien sûr, de la longévité des femmes dont on ne doit pas se plaindre, mais qui les amène à une période de retraite beaucoup plus longue. La Fédération des femmes du Québec a également soulevé des questionnements à cet égard. Et moi, j'aimerais entendre la ministre sur cette question. Comment, dans une approche différenciée selon les sexes, le ministère peut-il accepter une proposition comme celle-là ou comment la ministre considère-t-elle les réactions, soit celles du Conseil du statut de la femme ou celles de la Fédération des femmes du Québec qui soulèvent des questions de même nature à l'égard du fait que ça pénalise les femmes que de faire une offre volontaire d'épargne retraite comme celle qui est proposée sans tenir compte d'un certain nombre de réalités propres aux femmes du Québec. Merci. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, permettez-moi de saluer les personnes qui m'accompagnent et de peut-être les présenter. Madame Sylvie Barcelot, à ma droite, est sous-ministre au ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Elle est accompagnée de Madame Thérèse Mailloux, sous-ministre adjointe au secrétariat à la Condition féminine et qui se relève d'un accident. Je crois que c'est sa première, c'est pas la première, en tout cas c'est sa première sortie officielle parce que ça a été assez difficile pour elle.
on est bien heureux de la voir. Nous avons aussi parmi nous Mme Julie Méville-Dechaine, qui est la nouvelle présidente du Conseil du statut de la femme. Alors, ce sont ses premiers crédits et sûrement pas les derniers. Alors, elle est là aussi pour nous accompagner et nous, peut-être d'avoir, si on a besoin de questions supplémentaires sur l'éclairage sur différents dossiers, bien évidemment, Mme Dechaine pourra communiquer. J'ai aussi Mme Pascale Boudreau, qui est ma conseillère politique dans le dossier, et M. Antoine Godbout, qui est chef de cabinet au cabinet de la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Je veux saluer aussi mes collègues de l'Assemblée nationale, le député de Viau, mon adjoint parlementaire, le député de Lévis, Madame la députée de Trois-Rivières, et salutations également à Madame la députée de Marguerite Duroux. J'ai failli dire Marguerite Bourgeois. OK. Alors, cette question, évidemment, a soulevé la question des régimes de retraite et présentement, comme vous le savez, à l'étude. La question a soulevé excusez-moi, je cherche ma page. De l'autre côté. Donc, voilà. Alors, évidemment, le nouveau régime volontaire d'épargne retraite permettra à une grande majorité de travailleurs et travailleuses, notamment aux 2 millions de Québécois et Québécoises qui n'ont pas de régime, de pouvoir avoir ce régime, avoir accès à un régime collectif privé et de diversifier leurs revenus. Il y a, on sait, des commentaires qui ont été faits publiquement, puis qui ont été faits aussi lors de rencontres avec moi au cabinet sur cette question-là. Évidemment, le ministre des Finances n'a pas les oreilles complètement fermées. Il est capable de prendre en compte certains commentaires. Également, ma collègue, qui est la ministre responsable du régime de la RQ, est là aussi pour veiller au grain. Comme vous le savez, il y a une réflexion qui se poursuit aussi sur la question du régime. On fait face à des défis qui sont quand même assez importants. Monsieur Alban Damour a réuni son comité à 3 reprises, qui a déjà rencontré et entendu 18 partenaires sociaux, dont des groupes de femmes. Donc, j'aimerais rassurer les groupes de femmes. Les groupes de femmes sont entendus dans le cadre des travaux de Monsieur Damour. Et c'est clair qu'il n'y a pas de décisions qui vont se prendre au détriment des Québécois et des Québécoises. Mais il faut aussi rappeler qu'on a besoin de se pencher sur cette question-là. On a besoin de voir plus loin. On a besoin aussi de s'assurer que les Québécois et les Québécoises, dans quelques années d'ici, et la retraite, ça vient vite. On pense quand on a 30 ans ou 25 ans que c'est pour très loin. Puis la première chose qu'on sait, on est déjà à la retraite. Alors, c'est important aussi de s'assurer que les femmes puissent y trouver leur compte dans ce régime. Et je pense que le fait d'avoir un régime d'épargne, un régime volontaire d'épargne retraite, c'est une mesure que j'appuie. Et que j'ai appuyé dès le début, dès que l'idée a été présentée par mon collègue, parce que je pense qu'il faut vraiment prévoir. Il faut prévoir les années à venir. Il faut faire en sorte qu'on puisse donner la possibilité de cotiser à ce genre de régime d'épargne retraite. Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Loin de moi l'idée, Madame la ministre, de contester l'importance de la mise en place d'un régime volontaire d'épargne retraite. Je pense que l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que les femmes y trouvent leur compte. Et je me réfère à différents questionnements qui entourent cela et qui ont été soulevés par les différents groupes. Je pense aussi à toute la question des proches aidants, où je pense où on est appelé souvent, comme femme, à laisser le travail de côté et à être en mesure, donc, d'avoir des pertes de revenus qui peuvent interférer dans la capacité que nous avons de nous donner un régime volontaire d'épargne retraite qui soit à la hauteur de nos attentes ou qui se compare à ce que nos collègues masculins puissent aller chercher. Alors, je suis contente d'entendre qu'il y a des groupes de travail, qu'il y a des femmes qui sont rencontrées et j'espère que cette approche de l'analyse différenciée selon des sexes
elle va être utilisée, elle va transcender les travaux parce qu'on ne doit pas se retrouver avec une valeur ajoutée pour les travailleurs et les travailleuses qui va pénaliser encore une fois les femmes. Et je fais le lien avec la conciliation travail-famille ou avec les aidants naturels. Ce sont toutes des situations qui font en sorte que les femmes, pour répondre à certains besoins ou à certaines contraintes, vont se retirer du travail pendant des périodes et conséquemment se pénaliser. Et je pense que c'est important qu'on puisse être en mesure d'intervenir. Moi, je réfléchissais à cette question-là et je me disais, est-ce qu'on peut envisager des équivalences? Est-ce qu'on peut envisager que les disponibilités émises comme aidantes naturelles ou dans le cadre des programmes de conciliation travail-famille peuvent être reconnues comme telles avec une certaine pondération? Mais je pense qu'il y a différentes pistes de travail qui peuvent être exploitées pour bien transcrire ou bien s'imprégner de cette approche d'analyse différenciée selon les sexes. Et ça m'amène à une question. C'est une question très de méconnaissance et j'aimerais que vous entendre là-dessus. Quand un ministère prépare un projet, quelle est la contribution du ministère de la Condition féminine, de votre ministère, pour être en mesure tout de suite, au point de départ d'un projet de loi, d'impulser cette approche d'analyse différenciée selon les sexes? Est-ce que vous êtes consulté en amont des processus plutôt qu'en conclusion des processus? Merci. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Oui, nous sommes toujours consultés. Tout d'abord, il y a le ministère qui est consulté par la voix des représentants des autres ministères ou du ministère qui travaille sur un projet de loi XYZ. Ensuite, la façon dont nous procédons, le projet de loi vient en comité ministériel. Alors, il peut arriver que le projet de loi passe devant les deux comités ministériels. En fait, il passe devant les deux comités ministériels et aussi devant le comité législatif. Alors, au moment où le projet de loi arrive devant les comités ministériels, le projet de loi a déjà, il y a déjà des notes qui accompagnent le projet de loi qui viennent toujours du secrétariat à la condition féminine. Donc, le secrétariat, sa tâche, c'est une de ses tâches, de s'assurer que tout ce qui se prépare comme projet de loi, qu'il soit évidemment mis au courant. Puis, de toute façon, ça se fait. Là, toujours, les autres ministères sont toujours consultés. Puis, le secrétariat doit s'assurer que le projet de loi est analysé en fonction de l'ADS. Rendu au comité législatif, bien là, c'est plus l'aspect législatif, l'aspect juridique. Là, c'est pas l'aspect politique ou mesures sociales, c'est l'aspect juridique qui est analysé. Là aussi, il y a certaines analyses aussi qui s'est fait par rapport à s'il y a des articles qui sont discriminatoires ou des choses comme celle-là. Une fois que les comités ministériels ont été saisis du projet de loi et le comité législatif, il y a aussi les instances, le caucus de députés et aussi mis au courant, mais non pas du contenu lui-même du projet, parce que vous savez que ce sont les parlementaires qui doivent être les premiers mis au courant du texte lui-même. Mais évidemment, en caucus, on discute des grandes lignes du projet de loi. Et une fois que le projet de loi est déposé, il est déposé devant l'Assemblée nationale. Dans la plupart des cas, vous le savez comme moi, il y a une commission parlementaire qui est mise en place pour analyser le projet de loi avec des commentaires qui viennent des groupes qui sont directement touchés par le projet de loi. Donc, le processus de commission parlementaire se fait. Ensuite, il y a les adoptions. Bon, puis vous connaissez aussi le processus. Mais pour nos citoyens qui nous écoutent, ça peut être intéressant de connaître, de savoir qu'en amont, il y a beaucoup de travail qui se fait. Et ensuite, on analyse le projet de loi article par article, puis c'est l'adoption finale et qu'on souhaite, bien sûr, toujours à l'unanimité. Merci. Madame la députée. Merci. Je me réfère maintenant à un autre dossier qui prend encore comme cadre de référence l'analyse différenciée selon les sexes dans les programmes gouvernementaux. Dans une étude qui a été publiée en février dernier, l'Institut Simone de Beauvoir, une chaire de recherche consacrée aux études féministes de l'Université Concordia, a démontré un impact négatif de la hausse des frais de scolarité sur les femmes. Je ne veux pas faire un débat sur la hausse des frais de scolarité ici, là, loin de moi. Je veux voir cependant qu'on puisse être en mesure d'évaluer l'impact sur les femmes.
Et considérant que l'endettement est plus élevé chez les femmes, car à travail égal, leur salaire est toujours un peu moindre, donc proportionnellement au salaire des hommes. Et au terme de leurs études, le diplôme universitaire en poche, une femme aura gagné en moyenne autour de 800 000 $ de moins qu'un homme titulaire d'un même diplôme à la fin de sa vie. Donc, elle devra dépenser une plus grande part de son revenu pour rembourser sa dette d'études, en même temps que différents groupements s'inquiètent de l'impact négatif de la hausse sur la participation des femmes aux études postsecondaires. Et bien sûr, l'Institut Simone de Beauvoir a présenté cet avis-là, mais en même temps, on a entendu la Fédération universitaire étudiante universitaire du Québec, la Fédération des femmes du Québec qui est sortie sur cette question-là, un certain nombre d'organismes féministes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Fédération Santé et Services sociaux, CSN, qui également ont soulevé des questions touchant une certaine discrimination. Et est-ce que, au niveau du ministère, est-ce que, premièrement, la ministre est en accord avec l'analyse que fait l'Institut Simone de Beauvoir et les différents groupes qui s'inquiètent des répercussions sur les femmes de cette hausse des frais de scolarité? Et est-ce qu'il y a eu des représentations auprès des collègues des différents ministères pour qu'une mesure plus appropriée soit mise en place? Merci. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. La décision d'augmenter les frais de scolarité a été prise l'année dernière dans le dernier budget de mon collègue, le ministre des Finances. Et je peux vous assurer que nous sommes tous la nécessité, et derrière cette nécessité d'augmenter les frais de scolarité. Nous avons beaucoup de respect pour l'Institut Simone de Beauvoir. Cependant, il y a d'autres commentaires qui ont été faits par rapport aux hommes et aux femmes dans le milieu de l'éducation supérieure. Donc, une analyse qui a été publiée par le Conseil du statut de la femme en 2004 qui s'intitule « Maintenir le soutien financier aux études et s'adapter aux nouvelles réalités ». Ça a été publié, comme je l'ai dit, en 2004. Et on analysait les montants versés en prêts et en bourse en disant qu'ils étaient très similaires par rapport aux hommes et aux femmes. Ça, c'est une chose. Toujours selon cette même étude, le niveau d'endettement est relativement semblable d'un sexe à l'autre, variant moins de 200 $ après le premier cycle universitaire. Pour citer le Conseil du statut de la femme, le programme d'aide financière s'applique de façon non discriminatoire. Donc, les études d'ADS ont été faites aux étudiantes et aux étudiants et on peut dire qu'il y a lieu de s'en féliciter. Et ça, c'est une citation du Conseil du statut de la femme. Ainsi, 57,7 % des diplômes universitaires en 2009 étaient obtenus par des femmes. Donc, on se félicite également de voir que les femmes intègrent aussi les études supérieures de plus en plus et même en pourcentage, les femmes dépassent les hommes aux études supérieures. Pour ce qui est de l'endettement des femmes par rapport à leur salaire, cet endettement devrait continuer à diminuer car le revenu d'emploi augmente plus que celui des hommes, réduisant ainsi l'écart entre les deux sexes. C'est clair que l'écart entre les hommes et les femmes pour ce qui est des revenus n'est pas encore c'est-à-dire est toujours là, mais il y a une amélioration de cet écart-là. Pour vous donner un exemple, en 2011, le salaire horaire des femmes équivaut à 88 % de celui des hommes. On s'en réjouit pas. On voudrait que ce soit 100%, mais il y a quand même une diminution. Cet écart était en 2000 de 16,51 %. Alors l'écart est diminué à 11,84, 11%, disons 11 ou 12% par rapport à 16,5 %. Donc il y a une amélioration. Il faut continuer notre travail. Le gouvernement annonce. Merci. On va permettre une autre question à la députée de Marguerite-Duridge, parce que le bloc avance rapidement. Oui, allez-y. Je suis d'accord quand vous dites, Madame la ministre, que le niveau d'endettement pour des études est le même. Cependant, les répercussions de ce niveau d'endettement sont différentes puisque le salaire sera différent. Il y a encore, comme vous le disiez, un rattrapage à faire pour être en mesure d'atteindre le salaire égal. Vous avez parlé d'une analyse différenciée selon les sexes qui aurait été faite. Est-ce que c'est possible d'avoir cette analyse-là? Est-ce que c'est possible d'en connaître les principales conclusions? Madame la ministre, vous avez 1 minute environ. Non, ce que j'ai mentionné, c'est l'avis du Conseil du statut de la femme.
Merci. Ministère, on a fait cette analyse différenciée selon les sexes au niveau de ce dossier-là? Non. Ben, c'est-à-dire, ce qu'on vous dit, c'est que lorsqu'il y a des mesures, comme dans le cas de la hausse des frais de scolarité, ça a été annoncé dans le budget de M. Bachand l'année dernière. Alors, le budget de M. Bachand tient compte des commentaires qui sont faits par le ministère, parce que, évidemment, les budgets se préparent toujours en collaboration avec les différents ministères. Le ministre Bachand lui-même rencontre les ministres, chacun des ministres. C'est évident que on peut vous expliquer un peu comment ça fonctionne, c'est que le ministre nous rencontre sur nos dossiers à nous. Dans le cas du dossier de l'éducation, de la hausse des frais de scolarité, c'est un dossier de l'éducation, donc il a rencontré la ministre de l'Éducation. Mais les ministres, les sous-ministres sont toujours évidemment conscients qu'il y a des études et des analyses qui doivent se faire. Merci. Ce qui termine ce premier bloc.